Bienvenue fidèles téléspectateurs dans cette grande émission du projet PDTINA. PDTINA, c'est le déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. On en parle dans cette émission avec le responsable de la production de messages de l'Institut national des arts, avec le CEDAR, le professeur Théodore Nganzi, qui est avec nous ici, mais également avec Madame Hyacinthe Mbouya. On va échanger autour du processus de ce projet, l'expérience, mais également quelques difficultés qu'ils ont rencontrées. Je vous demande de suivre cet élément avant de débuter avec eux. D'une manière particulière, notre suppositoire vous offre un ajout d'un agent effervescent, entre autres l'acide citrique ou le bicarbonate de sodium, qui facilite justement la libération facile du principe actif pour les traitements des troubles hémorroïdaires en raison également de leur faible toxicité. Hémocure, je dirais que ce n'est pas une simple innovation, mais c'est une innovation qui est double. Parce qu'elle a associé deux groupes d'innovateurs. Le premier groupe d'innovateurs s'est chargé de mettre au point un procédé de fabrication d'une masse pour suppositoire à base d'un procédé écologique. Et pour cela, ils ont utilisé les fruits recyclés disponibles en République démocratique du Congo. Ils ont mis en place une procédure environnementale qui n'utilise pas de solvants organiques et on a pu obtenir une masse pour suppositoire. La masse pour suppositoire, c'est la masse. C'est ce qui rend le suppositoire solide. La lombalgie. C'est Anissé Manda Kakona. Je travaille sur un produit à sirop anti-inflammatoire à base des extraits des plantes localement utilisées dans la région de la Chopo. Bon, l'idée de la réalisation de ces projets vient fait du constat. Nous avons constaté avec des regrets que assez souvent nous sommes obligés de surpasser nos efforts, d'épuiser les stocks de nos énergies à travailler dur pour subvenir aux besoins de nos familles. Et cela passe par des travails de port, de lourdes charges. On se met parfois debout des heures et même assis pendant trop longtemps devant nos ordinateurs. Et cela n'est pas sa conséquence sur notre santé. C'est pour cela que nous avons créé un produit qui pourra soulager assez rapidement et dans un délai un peu plus long, la douleur qui peut causer nos différentes activités réalisées pendant la journée. Comme les transports de lourdes charges, les moments très longtemps debout pour diverses tâches et même aussi va aider la population. Je suis Daniel Vangisivave, licencié Bac plus 5 en chimie analytique à la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Je suis un passionné de la recherche scientifique et je travaille sur la production d'une pommade antibactérienne, antifongique et anti-moustique. L'idée au départ était née d'une observation. Nous avons remarqué que les infections cutanées et les piqûres de moustiques sont des problèmes de santé fréquents dans notre région. Et par ailleurs, la RDC est réputée pour la richesse de sa biodiversité. Et donc, l'idée est née de là et nous avons voulu, à partir de la richesse qu'incorpore notre biodiversité, soit prélever des vertus qui puissent être utilisées dans les soins de tous les jours, dans les infections cutanées. Au départ, nous devons dire déjà que notre pommade à usage cutané est donc destinée à un traitement extérieur. C'est une pommade dotée d'huiles essentielles de certaines plantes de notre région qui ont des vertus et des activités que nous avons tenu à valoriser dans cette formulation.
Et les tests microbiologiques basés sur l'aromathérapie ont permis d'élucider l'action de ces huiles essentielles sur la répulsion des moustiques anopheles. Et donc, pendant qu'on est en train de prendre ce traitement contre les infections de peau, qui peuvent être bactériennes comme le furoncle ou fongiques comme les mycoses et consorts, en même temps, on est en train de lutter contre le paludisme, car le moustique ne pourra pas vous piquer pendant que vous l'avez utilisé. L'action répulsive de ces huiles essentielles est donc valorisée dans cette formulation. Et nous avons opté pour la nomenclature Ubora, aussi dans le sens de valorisation de nos langues locales. Ubora qui en swahili signifie déjà qualité. La drépanocytose, un problème de santé publique. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si les traitements actuels ont permis d'augmenter grandement l'espérance de vie des patients affectés, ils restent encore limités. La recherche poursuit donc ses efforts pour les améliorer, voire traiter la maladie à la source. Après avoir pesé notre poudre de plantes que nous avons obtenue par séchage des feuilles, nous l'avons mélangée avec de l'eau que nous allons mettre sur notre plaque chauffante. D'abord, nous allons activer l'agitateur magnétique pour que ça puisse pouvoir mélanger la feuille avec de l'eau. Et en même temps, la plaque va chauffer pour que ça fasse l'extraction aqueuse de notre principe actif. Au bout de cette ébullition, ce que nous allons faire, c'est de récupérer l'extrait aqueux que nous allons filtrer et puis nous allons le mélanger avec notre élément minéral. Donc ici, nous avons filtré. Nous avons notre extrait total aqueux que nous allons mélanger avec l'élément minéral sous forme de poudre. Le mélange obtenu va subir une incubation pendant un moment et après nous allons filtrer pour prendre les kilos que nous allons placer à l'étuve pendant 24 heures. Pendant 24 heures, cela sera à l'étuve pour pouvoir sécher. Au bout de 24 heures, nous allons récupérer notre produit et nous aurons notre poudre qui est le principe actif que nous avons ici. Ce principe actif sera alors à son tour traité pour être conditionné en vue de faire notre poudre pour suspension orale que le malade sera en train de remettre à l'eau au moment de l'utilisation. En ce qui concerne les médicaments, celui-ci est fait aussi en collaboration avec, disons, en connivence avec une thèse de doctorat en pharmacie. Et on cherche à trouver des produits qui peuvent soulager tant soit peu la population de Kisangani en utilisant les plantes locales, les plantes connues ici, et cela peut être produit à moindre coût. Nous sommes en train d'encadrer plusieurs innovateurs qui ont manifesté le désir d'apporter leurs contributions dans les problèmes qui giguent la société, qui posent problème au niveau de la population boyomaise. Ce qu'on a constaté que nos recherches à nous se limitent seulement à faire des publications et à garder dans des revues, dans des tiroirs, mais on n'arrive pas à aboutir à des produits qui peuvent être directement consommés par la population. Merci, professeur Ngandi, vous allez bien? Oui, ça va bien. Comment vous vous sentez? Non, je me sens à l'aise pour ce projet. Est-ce qu'on peut vous découvrir par le téléspectateur? Merci, je me nomme Théodore Ngandi, je suis professeur à l'Institut national des arts. Je suis aussi le coordonnateur de ce programme, de ce projet plutôt, qui concerne la production et la diffusion des messages, des innovations dans le cadre du projet PDTA en République démocratique du Congo.
Alors, je vous disais qu'il n'était pas seul. Il y a une belle dame qui est à ses côtés. Elle, c'est Madame Bouya Hyacinthe. Est-ce qu'on peut vous découvrir par nos téléspectateurs? Madame Hyacinthe, vous allez bien? Je vais bien, merci. Je m'appelle Hyacinthe Mbouya. Je suis la directrice adjointe du CEDAR, mais dans ce projet, je suis chargée de l'administration et des finances. Merci. Alors, vous allez comprendre comment cette collaboration est arrivée entre ce projet PDT et l'Institut national des arts. Professeur Théodore, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse? Comment ça a commencé? Comment vous vous êtes lancé? Est-ce que c'était justement la RDC qui vous a tendu la main ou c'était une course en une compétition? Justement, il y a eu un appel à candidature et l'INA a postulé pour être sélectionné dans le cadre de ces projets. Et nous avons postulé à deux avec l'association de réalisateurs et documentaristes camerounais parce que c'est un binôme. Le projet devait être exécuté au Cameroun et en RDC. Et nous avons été sélectionnés parmi les 15 projets, dont 8 projets au Cameroun et 7 projets en République démocratique du Congo. Notre projet consiste principalement dans la production et la diffusion des messages des innovateurs. Que ces produits soient connus par les grands publics. C'est le travail que nous faisons. Nous pourrons entrer dans les détails si vous le voulez, bien sûr. Lorsque vous avez postulé, est-ce qu'il y avait quand même de critères, mais également, est-ce que l'INA a postulé au travers d'une structure des l'INA? Oui, c'est les comités de gestion qui engagent l'INA qui a postulé. Mais nous constituons l'équipe technique qui avait préparé les projets en amont. Et heureusement, l'INA a été sélectionnée. Et nous travaillons avec l'Université de Goma comme chef de file, l'Institut national des arts, ainsi que l'Association des réalisateurs et documentaristes camerounais pour la partie technique principalement. Alors parlez-nous de ce projet. Quel est l'objectif principal de ce projet et comment vous avez parcouru dans cette aventure que je trouve intéressant? Oui, notre travail consistait à produire et à diffuser principalement des vidéos, des émissions et des supports visuels, ainsi qu'un film documentaire pour faire la narration de ces différentes innovations dans le cadre de PDT, donc le programme de développement des technologies des innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les bassins du Congo. Voilà. Alors, INA, comme partie prenante, votre rôle, vous avez joué quel rôle et est-ce que vous sentez que le rôle que vous avez joué a apporté un plus dans ce projet? Oui, nous avons recruté une équipe technique sur place ici, principalement un réalisateur, un directeur photo, pour produire les vidéos sur les innovations de la République démocratique du Congo. Et notre père, qui est la RDC, a fait la même chose pour le Cameroun. Comme le PDT est déployé sur 4 sites, l'Université de Kinshasa, l'Université de Kisangani, l'Université de Goma, l'Université évangélique d'Afrique, à Bukavu. Donc l'équipe technique devait se déplacer pour Kisangani, Goma et Bukavu. Malheureusement, à cause de la guerre, on n'a pas pu joindre Goma et Bukavu. On a travaillé à distance avec d'autres équipes qui étaient sur place pour faire la prise des vues et des sons. Et le montage se fait actuellement à Kinshasa. Donc l'essentiel pour nous, c'était de faire connaître toutes ces innovations au public. Et c'est le travail que nous avons fait à date. Donc aujourd'hui, nous avons au moins 15 vidéos produites et montées qui sont déjà en cours de diffusion au niveau des chaînes de télévision. Nous avons aussi quelques émissions qui sont déjà produites et que nous diffusons déjà. Et il y a aussi le film documentaire qui est en cours de montage, qui résume toutes les innovations de la RDC. Le Cameroun fait autant. Le Cameroun a plus ou moins 18 vidéos et prépare aussi des émissions et un film documentaire. Mais nous avons aussi des supports visuels sous forme de panneaux qu'on retrouve derrière moi dans le cadre de ces décors. Ce sont des produits qui permettent de faire connaître toutes ces innovations au public. Donc nous utilisons beaucoup les canaux de communication. Il y a principalement la télévision. Il y a aussi les projections des vidéos au niveau des sites, les universités, les églises, les centres culturels. Nous avons circulé dans la ville de Kinshasa pour diffuser ces vidéos. Mais aussi nous utilisons les médias sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, pour continuer à diffuser ces vidéos, pour faire connaître ces innovations par les grands publics.
Ça, c'est très intéressant. On va passer le micro à Madame Hyacinthe qui va nous parler. Le prof Ngandi a expliqué le détail de leur stratégie de communication pour renforcer la vulgarisation de ce projet. Madame Hyacinthe, est-ce que le support que vous avez utilisé, notamment les films, mais également le panneau que nous voyons, sont efficaces pour que la communauté découvre ces recherches? Oui, nous le pensons parce que notre objectif était d'impacter le quotidien de nos citoyens. Nous voulions faire vivre ensemble la recherche. Vous savez, la communauté, elle connaît l'université. La communauté sait qu'à l'université, on forme. À l'université, peut-être qu'on fait la recherche, mais la recherche reste dans le tiroir. Mais il y a une troisième dimension que la communauté doit connaître, c'est les services à la communauté. Les universités doivent aussi traiter les questions brûlantes de la communauté et pouvoir trouver des solutions. Et c'est sur ces points-là que nous avons travaillé. Et nous voulons vraiment que toute la communauté s'imprègne de ça, s'approprie de ça et que la recherche soit à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons utilisé tous les langages possibles. Et l'INA est bon pour ça parce que nous pouvons utiliser la musique, nous pouvons utiliser le cinéma, nous pouvons utiliser l'écriture, nous pouvons utiliser la danse. Avec tout ça, on peut amener des messages et chacun à son niveau peut comprendre. Alors, quelle est la particularité de l'INA dans ce projet? Parce que vous dites que l'INA a quand même plusieurs facettes de support. Sa particularité dans ce projet, qu'est-ce que l'INA a apporté de spécial? Mais justement, nous, on a été sélectionnés pour vulgariser le message. Okay. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé par le cinéma. On a pris à l'INA un réalisateur qui a monté des films et des vidéos. Mais on ne s'est pas arrêté là-bas. On a fait encore le tableau, les panneaux que vous voyez derrière nous ici, pour sensibiliser principalement les décideurs, parce que c'est un langage peut-être que le commun des mortels ne peut pas bien pénétrer. Mais il y a encore en préparation la musique, il y a encore en préparation la danse. Et tout ça, chacun à son niveau peut comprendre c'est quoi la recherche. Qu'est-ce que la recherche peut apporter à la communauté? Dans les vidéos, par exemple, vous pouviez découvrir la drépanocytose, les traitements des déchets. C'est des questions et des réalités du quotidien congolais. Alors, parce qu'on parle de la drépanocytose, on parle également de l'environnement. Je voudrais bien, avec nos téléspectateurs, suivre cet extrait de vidéo réalisé par l'Institut national des arts. Mais ce sont des innovateurs qui trouvent, ou soit qui apportent des solutions au travers de leurs recherches. Suivons et on se retrouve dans quelques instants. Ça, c'est une poubelle intelligente. Il s'appelle au trait de bin, poubelle intelligente de tri des déchets à la source. Par exemple, moi, je suis l'utilisateur, je m'approche de la poubelle, il y aura un capteur ici qui détecte ma présence et la porte va s'ouvrir automatiquement. Une fois la porte est ouverte automatiquement, je jette maintenant les déchets. Une fois les déchets jetés à l'intérieur, la porte se ferme, c'est après 5 secondes et le système de tri commence. Il y a une caméra à l'intérieur pour détecter les différents types de déchets. Une fois les déchets détectés, ça les jette alors dans les compartiments appropriés. Vous allez remarquer ici, il y a 4 portes pour 4 types de déchets. Ça, par exemple, c'est pour les déchets plastiques. Et ça, c'est pour les déchets ménagers ou organiques. Et ici, derrière, il y a aussi 4 types de déchets. Ça, c'est pour les métaux et les déchets non recyclables. Ici en bas, vous allez voir, il y a un tiroir pour mettre la boîte de contrôle, donc le couvercle, tous les matériels d'utilisation et tous les matériels pour la maintenance. Alors, ici à l'intérieur, il y a un système mécanique qui dispatche maintenant les déchets dans les compartiments appropriés. Il est motorisé, donc genre on a mis des moteurs pour
contrôler le mouvement et les mouvements des tri. Normalement, c'est l'idéation. On conçoit l'idée. Et l'idée vient avec le problème existant. Les problèmes actuellement, Bukavu génère plus de 800 tonnes de déchets par jour, de déchets solides. Alors, ces déchets sont stockés en désordre partout, ce qui cause des problèmes de maladies, la santé publique, il y a également des malarias, ainsi de suite. Et on va voir la ville qui est sale partout. Alors, j'ai eu cette idée, je me suis dit, bon, comme je fais la technique, surtout l'IoT, comment orienter les connaissances que j'ai eues à l'université pour produire un produit ou une solution durable et qui peut être bénéfique à la communauté. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur le projet. Et après l'idéation, on a fait le modèle 3D, donc le design 3D sur ordinateur pour simuler comment est-ce que la poubelle va se présenter. Après la modélisation 3D, on a fait maintenant la partie électronique, donc commander les composants électroniques qui ne sont pas disponibles dans les laboratoires du Fab Lab. Après, commande des composants électroniques dont nous avons besoin, donc les capteurs, les actionneurs, la caméra, les microcontrôleurs, ainsi de suite. Après, on a commencé maintenant à développer les logiciels. Le développement des logiciels, y compris le développement du modèle d'intelligence artificielle. On a collecté les images directement à l'intérieur de la poubelle, le premier modèle, prototype. Ça nous a servi pour collecter les images de chaque déchet, pour faire maintenant l'entraînement du modèle de l'intelligence artificielle qui est maintenant intégré dans la poubelle pour détecter maintenant les différents types de déchets. Après la partie logicielle, la partie système de la poubelle, on a maintenant pensé à la partie mécanique. C'est ce que vous voyez maintenant ici. Donc, normalement, on travaillait en parallèle, développement logiciel et développement matériel, développement mécanique. C'est ainsi que nous sommes parvenus à arriver à ce deuxième modèle qui a la capacité de 100 kg de déchets. Prof, nous venons de voir une poubelle intelligente. C'est la réalisation de l'Institut national des arts. Mais vous-même, lorsque vous voyez ces choses, un support aussi efficace, quelles sont vos émotions en tant que professeur et voilà. Merci. La poubelle intelligente a été produite par une femme ingénieure de l'Université évangélique d'Afrique à Bukavu. Cette poubelle comprend 4 compartiments. Elle est intelligente parce qu'elle a la capacité de trier les déchets et de les orienter vers différents compartiments. Donc les déchets organiques ont un compartiment, les déchets plastiques ont un compartiment, les déchets métalliques et les autres. Et dans les systèmes, on trouve un logiciel qui permet d'identifier les différentes catégories de déchets. Il y a aussi la partie mécanique qui permet d'actionner les déchets et de les orienter vers les différents compartiments. Mais il y a aussi un dispositif qui permet d'ouvrir et de fermer la poubelle intelligente. Mais il y a aussi un autre dispositif de télécommande. C'est-à-dire qu'à distance, on peut identifier le lieu de localisation de la poubelle, et de sorte que lorsque il y a plusieurs poubelles installées dans différents quartiers, l'entreprise qui est intéressée par une catégorie de déchets précis, par exemple les déchets plastiques, il peut circuler et récupérer ces déchets pour aller les traiter, pour les recycler. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux qui permet de constituer une chaîne de valeur. On récupère les déchets, on les recycle et on réintroduit les produits recyclés sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter des solutions durables? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, est-ce que cette poubelle peut servir la communauté? Oui, pourquoi? Parce que la grande difficulté que nous avons, c'est que la collecte des déchets n'est pas insérée dans une chaîne organisée. Mais lorsque nous avons par exemple des poubelles installées partout avec ces systèmes, on peut les trier correctement et les entreprises qui travaillent dans cette chaîne de valeur auront la tâche facile parce qu'elles pourront récupérer facilement les déchets qui les intéressent et les recycler facilement. Et avec le système de télécommande, de télélocalisation, les moyens de transport qui seront mis à la disposition de ces entreprises pourront circuler facilement et récupérer les déchets. Ça aura un impact positif au niveau de la salubrité. Les gens auront à leur disposition des poubelles qui sont intelligentes et
ils seront incités à les jeter. Même si jeter des ordures en désordre, on met la poubelle, va faire le travail de l'homme. Et ça réduit la tâche aux entreprises qui collectent les déchets et qui les recyclent. Alors, Madame Hyacinthe, là, on sent que la recherche apporte bien évidemment des innovations, mais impact sur l'entrepreneuriat. On voit que la recherche peut apporter l'entrepreneuriat. Je voudrais que vous commentez là-dessus, mais si j'ai une autre question, parce que vous parlez de la recherche et l'innovation au service de la communauté. Comment on peut comprendre cette question? Mais je pense que la recherche et l'innovation sont intimement liées avec l'entrepreneuriat. Quand on a fait une recherche et qu'on a abouti à une innovation, on peut maintenant voir avec les industries comment on peut commercialiser l'innovation. C'est à ce niveau-là qu'on se bute aujourd'hui avec nos innovateurs. Parce qu'ils ont fait des produits innovants, mais ils ne savent pas le mettre sur le marché parce qu'ils ne savent pas le produire en grande quantité. Et donc, nécessairement, il faut que les fabricants, que les investisseurs, que les gouvernements s'intéressent à ces projets pour que ces projets vivent et que ces projets amènent d'autres projets. Et ça, vraiment, il faut que le gouvernement puisse voir comment il peut, tant soit peu, aider ces jeunes gens à pouvoir s'élancer. Alors, le projet PDTA, c'est votre expérience aujourd'hui avec l'Institut national des arts et ces jeunes femmes, ces jeunes hommes chercheurs qui se sont lancés, par exemple, dans un produit qui soulage le douleur des drépanocytaires. Lorsque vous avez découvert de jeunes comme ça, je voudrais quand même avoir vos impressions personnelles. Eh bien oui, moi j'ai rencontré Madame Borive à Kisangani parce que j'accompagnais les équipes de terrain. Je pense qu'elle a dans son arrière-plan elle-même vécu des problèmes des membres de famille qui étaient drépanocytaires. Et alors elle s'est dit qu'elle doit pouvoir chercher un soulagement parce qu'on a un enfant, communément appelé SS, c'est un problème. Quand la personne commence à faire des crises, c'est toute la famille qui est malade. Et à force d'aller à l'hôpital, on devient pauvre. Elle a travaillé sur ça. Elle n'a pas encore trouvé des médicaments pour guérir la maladie, mais elle a trouvé des médicaments pour soulager cette maladie. Et nous pensons que c'est un grand pas. Mais nous, dans ces émissions, nous travaillons aussi avec d'autres qui ne sont pas sur le traitement, mais qui sont sur la prévention. Parce que c'est une maladie où on peut travailler sur la prévention. D'accord. Il faudrait que les jeunes gens, avant de se marier, puissent connaître leur état sérologique, si on peut appeler ça comme ça. Ils doivent faire les examens d'électrophorèse, d'hémoglobine. En ce moment-là, si tu sais que tu es AS, tu ne devrais pas aller chercher un partenaire qui est aussi AS pour avoir une chance ou une malchance d'avoir des enfants drépanocytaires. Moi, je pense que c'est un plus et partout où on est passé, la communauté est en émoi. La communauté veut ces éléments-là parce que c'est les réalités de tous les jours dans notre pays et dans notre ville. Et pour ça, nous disons à Borive, grand merci et félicitations. Alors, professeur Ngandi, parce que vous nous avez parlé de différentes conférences que vous avez organisées avec les communautés ainsi qu'avec vos partenaires, des associations et d'autres structures, mais lorsque vous arrivez, comment était la réaction de communautés lorsqu'ils pouvaient suivre ces... Oui, le public cible a été très intéressé par ces produits. Principalement le produit nommé Déprasis qui soulage les douleurs contre la drépanocytose et certains produits contre la malaria et éventuellement et aussi j'allais dire la poubelle intelligente qui a été produite par l'Université évangélique d'Afrique à Bukavu. Ce sont les produits phares qui ont intéressé le grand public. Partout où nous sommes passés dans les différents sites, il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur le contenu de ces produits Déprasis. Nous avons fait comprendre au grand public, selon les informations des innovateurs, que ces produits ne guérissaient pas la drépanocytose. Ils venaient simplement soulager les douleurs contre la drépanocytose. La capacité de fluidifier les sangs pour éviter la coagulation, mais il y a aussi des éléments minéraux qui renforcent
la solidité des os, ça contribue tant soit peu à soulager les personnes atteintes de cette maladie génétique. Alors, parce que vous avez fait Funa, Lukunga, Moamba et puis Changu, vous pensez que vous avez quand même apporté des solutions au travers de ces conférences. Elles ont eu de l'impact aussi attendu? Oui, principalement à l'Université pédagogique nationale, parce que là, nous avons ciblé les étudiants en médecine vétérinaire. Oui. Et certains d'entre eux étaient très intéressés. Ils nous ont dit même qu'ils travaillaient déjà sur certains produits. Wow. Parce que nous avons partagé avec les informations, même sur des produits qui étaient créés par les innovateurs du Cameroun. Parce que je me rappelle, il y en a un qui voulait savoir s'il y avait des produits qui concernaient l'agriculture et l'élevage. On lui a fait comprendre qu'il y avait des produits au Cameroun, des produits innovants qui concernaient les fertilisants pour les sols désertiques du nord du Cameroun, comme la région de Ngaoundéré et de Maroua. Mais il y avait aussi des aliments de poissons pour faire en sorte que les poissons grossissent vite et grandissent vite à Kribi, dans la région du littoral du Cameroun. Et cet étudiant était très intéressé. Il nous a répondu que lui travaillait aussi sur un produit similaire, mais pour faciliter la croissance des canards. Parce que ces produits sont réalisés sur la base des asticots, mais lui, il orientait ses recherches vers les canards à Kinshasa, à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale. Et nous leur avons communiqué les adresses et les sites des partenaires qui financent ce genre de projets pour que lorsqu'il y a un appel à candidature pour la prochaine fois, ils pourront solliciter des financements pour mettre en œuvre leurs innovations. C'est ça l'élément positif, la valeur ajoutée de ce genre de conférences. Très bien. Merci. Très bien. Alors, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Madame Hyacinthe, vous voulez compléter par rapport à la conférence ou l'atelier de l'UPEN? Non seulement sur l'atelier de l'UPEN, mais sur toutes les conférences dans les communes, hein, parce que moi, je me suis rendu compte que c'était un besoin. Partout où on est passé, nous, on voulait seulement passer le relais, mais on a vu qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Et donc, il faudrait peut-être que l'INA puisse réfléchir comment perpétrer le projet. Évidemment, avec les partenaires, c'est déjà un pas, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà commencé à diffuser sans nous. Hein. Ils ont commencé à faire du travail, il y en a qui ont refait encore avec d'autres publics, il y en a qui ont mis sur les réseaux. En tout cas, il y a eu beaucoup d'imagination et nous-mêmes, on ne pouvait pas imaginer ça. Nous pensons vraiment que c'est quelque chose, nous allons tous ensemble faire revivre la recherche et l'innovation. Et c'est une bonne chose dans ce pays. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Quel est le plaidoyer que vous pouvez aujourd'hui faire en faveur de ces innovateurs qui sont bénéficiaires de ce grand projet PDTA et vous, en tant que structure, disons, partie prenante de ce projet? Merci. Notre plaidoyer est principalement dirigé vers les décideurs politiques, le gouvernement, les ministères de la Santé, les ministères de l'enseignement supérieur, université, recherche scientifique. Nous voulons aussi nous adresser aux entreprises commerciales, principalement ceux qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, pour qu'elles puissent s'intéresser à ces innovations. Parce que les grands défis maintenant, c'est la commercialisation de ces produits. Les premiers financements concernaient la production des innovations. Maintenant, nous devons aller vers la commercialisation. Bien sûr, il y a des produits qui sont finis, qui n'attendent que la commercialisation, mais il y en a d'autres qui sont encore au niveau des prototypes. Il faudra continuer la recherche, les essais cliniques pour qu'on arrive à la mise sur le marché. Bon, il y a aussi le besoin de brevetabilité de certains produits. Il faudra aussi qu'ils aient les moyens de solliciter des brevets d'invention au niveau de la direction de la propriété industrielle. Au Cameroun, ils ont eu la chance de breveter plusieurs produits parce qu'ils ont un système performant de brevetabilité avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui est basée à Yaoundé au Cameroun. Mais à RDC, nous avons encore un défi de brevetabilité. Il faudrait qu'ils aient les moyens financiers pour payer les frais pour la brevetabilité. Il faudrait qu'ils cherchent les investisseurs qui peuvent les aider à fabriquer les produits, comme Madame Hyacinthe l'a dit, en série, pour que ces produits soient accessibles au niveau des consommateurs, tant à Kinshasa que dans les provinces.
Ok, est-ce que Madame Hyacinthe, dans notre biodiversité qu'on veut promouvoir ou valoriser, est-ce que nous avons encore du potentiel en Afrique en général et particulièrement en RDC? Mais Madame, on ne fait que commencer. La biodiversité, elle existe et c'est une richesse. Nous, on ne se rend pas compte. Mais les autres se sont déjà rendus compte et ils exploitent notre biodiversité. Il faudrait que nous-mêmes aussi, on ouvre les yeux et on commence à faire des choses. Parce que nous avons besoin d'utiliser. C'est une richesse, ce sont des valeurs, il faut les utiliser. Et il faut créer des choses à partir de ça. Ce sont des produits qui vont répondre à notre culture, qui vont répondre à nos besoins, qui vont répondre et qui vont coûter moins cher. Donc nous pensons qu'il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à ça et qu'on gagne du terrain avec ça. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez votre dernier mot par rapport à ce projet, l'expérience que vous avez vécue, mais également un conseil à ces jeunes qui, deux fois, viennent à l'université et négligent la recherche. La communauté, la société a besoin de toute l'intelligence de ses fils et filles pour se développer de façon durable. Voilà mon mot de la fin. Professeur Ngandi, votre dernier mot avec tout ce que vous avez eu comme expérience de ce grand projet PDT et INA, qu'est-ce qu'on peut retenir comme votre dernier mot? Nous disons merci à tous les partenaires qui ont participé au financement de ces projets, principalement l'IFDD, l'Institut francophone de développement durable, l'Université Congo, l'Union européenne et tous les autres partenaires qui sont intervenus dans le processus du financement de ces projets. Nous remercions également nos partenaires du Cameroun, l'ARDC du Cameroun, l'Association des réalisateurs documentaristes camerounais. Nous souhaitons que l'INA devienne le porte-parole des innovateurs pour continuer à vulgariser les produits. Et nous le ferons aussi pour les autres questions des sociétés qui concernent l'environnement, qui concernent la santé publique. Nous pensons que nous sommes disposés à faire ce travail. Avec notre nouveau campus, nous avons des studios qui peuvent nous permettre d'enregistrer des émissions pour la sensibilisation du grand public, pour éduquer les masses et changer les mentalités contre l'insalubrité publique, sensibiliser, prévenir contre les risques d'anémie SS, et nous pouvons exploiter d'autres thèmes qui concernent la société. Donc voilà notre rôle en tant qu'INA. Donc je vous remercie également pour votre disponibilité, pour tout ce que vous avez fait pour que cette émission soit rendue possible. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était l'émission PDT INA. Nous sommes au studio du CEDAR. Nous sommes à l'Institut national des arts. Alors, si vous avez besoin de faire des très bonnes émissions dans un cadre apaisant, nous vous invitons ici. Merci et à la prochaine.